Le calendrier électoral au Togo va encore connaître un remaniement à quelques heures du début de la campagne électorale. D'après un communiqué lu sur la chaîne nationale, ce report résulte de la rencontre que le chef de l'État a eue avec l'Assemblée nationale sur la relecture de la nouvelle constitution adoptée dans la nuit du 25 mars. À la rencontre, les députés ont demandé qu'on leur accorde encore quelques jours pour procéder à la relecture de la loi. Selon les directives du chef de l'État, cette deuxième relecture de la loi doit tenir compte des avis de tous les acteurs concernés et aussi de toutes les conclusions. Ce présent report des élections est la deuxième qui intervient en moins de 2 mois dans le compte des législatives et des régionales couplées. Par ailleurs, le communiqué du gouvernement ne donne pas de détails sur la prochaine date des élections. Le 2 mars dernier, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes a son bilan de 10 années d'existence. Le FAEJ a pour objectif d'améliorer l'accès au financement pour les jeunes porteurs de micro-projets d'entreprise. Elle a aussi pour objectif de participer à l'insertion professionnelle des jeunes. Avec à sa tête Madame Souda Badamassi Mivedor, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes a, selon son bilan jusqu'au 30 mars, financé 6 000 projets et octroyé des crédits de plus de 8,6 milliards de francs CFA aux jeunes. Ces fonds ont été octroyés à travers divers mécanismes et dans différents domaines, à savoir l'agriculture, la transformation agroalimentaire, l'artisanat, le domaine énergétique, entre autres. Selon ce bilan, le fonds a également favorisé la création de plus de 26 000 emplois à ce jour. Avec moins de 2000 centres de santé, le Togo a du mal à assurer une meilleure couverture sanitaire de sa population. Les hôpitaux publics n'ont pas de bonne réputation et surtout le plus grand centre de soins du pays qu'est le centre hospitalier universitaire CHU Sylvanus Olympio. Communément appelé CHU Tocoin, ce centre sanitaire n'a pas la cote auprès de la population. Mais contre toute attente et selon les documents officiels du ministère de la Santé, le CHU Tocoin a enregistré en 2023 une hausse de fréquentation des patients. En effet, au cours de l'année, le centre a effectué 130 997 consultations et 13 056 accouchements, ce qui constitue une augmentation de 27% par rapport à 2017 selon les autorités sanitaires. Il y a 2 ans de cela, et plus précisément en 2022, CHU Sylvanus Olympio avait enregistré 118 395 consultations et 11 071 accouchements. Cependant, d'autres efforts restent à faire pour donner une image parfaite à ce centre, à savoir la lutte contre le détournement des médicaments. Ceci est l'une des accusations portées par les patients contre le centre. Aussi, permettre au centre de disposer d'un nombre suffisant de lits d'hospitalisation et des plateaux techniques adéquats, entre autres. Dans un moment de célébration et d'enthousiasme, les partisans de Bassirou Diomaye Faye se sont rassemblés mardi à Diamniadio, au Centre international de conférence Abdou Diouf, pour célébrer son investiture en tant que 5e président du Sénégal. On peut estimer qu'il y a 1 mois, personne ne pouvait prédire ce qui s'est passé aujourd'hui. La situation est telle que, pour la première fois au Sénégal, un opposant accède au pouvoir avec 50 et quelques %. Pas de contestation, pas de recours. C'est une situation exceptionnelle. Parmi ceux qui ont célébré ce changement de leadership se trouve Oumar Sako. Il espère que la nouvelle administration apportera justice aux familles endeuillées par les dernières manifestations. Un nouveau jour s'est levé au Sénégal, tant attendu par la jeunesse. Les gens sont battus pour qu'il y ait un changement, pour qu'on puisse élire un 5e président jeune. Et ça s'est avéré. On nous dit alhamdoulilah, merci au peuple sénégalais qui s'est battu. Et nous vraiment, ces jours-là, ça nous fait aussi nos pensées pièges à ces jeunes qui sont disparus, qui ont eu à être tués, tout ça là. Nous leur souhaitons qu'Allah les accueille au paradis. À 44 ans, Bassirou Diomaye Faye est désormais le plus jeune président élu démocratiquement en Afrique et le plus jeune président de l'histoire du Sénégal.
Cour constitutionnelle de l'Ouganda a rejeté mercredi un recours contre une loi instaurant la peine de mort pour homosexualité aggravée. Promulgué l'an dernier, le texte est contesté en justice par les défenseurs des droits de l'homme. For the petitioners, we also have Pepe Onziema. Les plaignants demandent essentiellement l'annulation de l'ensemble de la loi anti-homosexualité de 2023. Comme nous l'avons fait pendant le jugement, nous refusons d'annuler la loi anti-homosexualité de 2023 dans son intégralité. Nous n'accorderons pas non plus d'injonction permanente à son application. Selon la loi, l'homosexualité aggravée implique des relations homosexuelles avec un mineur, des personnes vulnérables ou atteintes de VIH. La Cour justifie la loi qui discrimine les personnes LGBTQI dans la mesure où elle leur refuse le droit de participer à la gouvernance de ce pays. Elle estime que ces restrictions sont proportionnelles. Et ce faisant, la Cour s'est appuyée sur les sentiments du public. La Cour s'est appuyée sur ce que nous appelons les valeurs morales de cette société et la Cour, par sa décision, a simplement approuvé la discrimination des personnes LGBTQI dans ce pays. Ce que nous avons vu à la Cour, c'est ce que j'appellerais un renversement temporel de la bataille stratégique globale ou une guerre stratégique contre le sectarisme culturel et les préjugés. Alors nous allons faire appel à la Cour suprême, non pas pour invalider les différentes composantes de cette loi, mais pour renverser cette loi dans son intégralité. L'homosexualité est déjà illégale en Ouganda en vertu d'une loi de l'ère coloniale. Depuis près d'une décennie, près de 5000 combattants ont déposé leurs armes en République centrafricaine dans le cadre d'une campagne nationale de désarmement des groupes rebelles. Malgré cela, d'anciens combattants et les experts du conflit soulignent les difficultés persistantes pour mettre fin au combat dans un pays où il existe peu d'autres opportunités de travail. Pendant la crise de 2013, les rebelles Séléka ont tué ma mère et mon père. C'est ce qui m'a poussé à prendre les armes. J'ai ainsi passé 4 ans dans la brousse et là-bas j'ai vu tellement d'atrocités. J'ai été témoin de décapitations et tout cela m'a effrayé et m'a donné envie de partir. Aujourd'hui, je demande au gouvernement de nous venir en aide. Nous avons reçu tellement de formations, mais après, ce n'est pas facile de trouver du travail. La Centrafrique est en proie à un conflit depuis 2013, lorsque des rebelles majoritairement musulmans ont pris le pouvoir, entraînant des affrontements avec des milices majoritairement chrétiennes. Malgré l'accord de paix de 2019, 6 des 14 groupes signataires l'ont depuis abandonné. En 2017, il y avait un conflit entre musulmans et chrétiens, et c'est là que j'ai rejoint le côté musulman. Après, j'ai voulu devenir soldat, alors j'ai rejoint le processus de démobilisation, mais je n'ai pas été recruté par l'État. J'ai donc été réintégré dans la vie civile, et depuis, je suis sans emploi. Le programme de désarmement lancé en 2015 sous l'égide de l'ONU encourage les combattants à déposer les armes en échange de réinsertion. Mais environ 70% des participants disparaissent dans la nature. La plupart du temps, lorsque nous menons des campagnes de sensibilisation, nous parlons aux groupes armés. La plupart d'entre eux nous disent « Nous sommes encore en train de nous battre, alors pourquoi devons-nous abandonner nos armes ?» Et à ce moment-là, c'est à nous de leur faire comprendre les avantages de ce programme pacifique. En dépit de ces défis, les experts appellent à une approche plus holistique, offrant des alternatives durables au combat et s'attaquant aux racines profondes de l'instabilité dans le pays. Les réserves de son risquent de faire défaut au Maroc pendant le mois sacré du Ramadan. Pour faire face à ce risque, des équipes mobiles collectent le précieux liquide dans les mosquées. L'initiative est en marche depuis 2013. Au moins 250 mosquées participent actuellement à cette campagne. Les fidèles qui viennent prier n'hésitent pas souvent aussi à donner leur sang.
Je pensais aller au centre de transfusion sanguine pour donner mon sang, mais c'est une bonne chose que cette équipe soit venue à nous dans la mosquée à l'occasion des prières. Nous avons donné du sang et tout va bien. Je souhaite que cette initiative puisse toucher davantage de personnes. Selon les données du Centre national de transfusion sanguine, le nombre de donneurs de sang est passé de 20 000 en 2013 à 27 000 en 2023. Notre rôle en tant que religieux est d'inciter et d'encourager les gens en général et les fidèles des mosquées en particulier à prendre part à ce genre d'initiative. Cela va de pair avec les paroles de Dieu. Quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Le don de sang est considéré comme l'une des plus grandes œuvres de bienfaisance durable. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que lorsque quelqu'un meurt, toutes ses actions s'arrêtent, à l'exception des 3 actes, dont une charité durable. 10 ans après son lancement, la campagne a gagné en notoriété, dépassant les frontières marocaines. Cette année, l'objectif est de collecter 26 000 poches de sang, dont 16 000 dans les mosquées. Nous avons réussi à diffuser cette campagne au niveau national et international. Nous avons organisé de nombreuses conférences en France. Aujourd'hui, des campagnes similaires se déroulent dans les mosquées françaises. Nous avons également tenu des conférences dans certains pays arabes qui ont fait bon accueil à cette initiative dans leurs mosquées, en particulier pendant le Ramadan. Outre le Centre marocain de transfusion sanguine, la Fondation Mohamed VI pour les chefs religieux et le Conseil suprême islamique sont aussi partenaires de cette collecte. Dans une soirée pleine de musique et de célébrations, les artistes afro-américains ont brillé de tout leur talent lors des iHeartRadio Music Awards 2024. La cérémonie s'est déroulée lundi soir au Dolby Theater de Los Angeles avec Ludacris comme maître de cérémonie et une prestation du groupe TLC. Beyoncé a été honorée en tant qu'innovatrice seulement quelques jours après la sortie très attendue de son 8e album. Stevie Wonder lui a remis son prix en personne. En plus de la reconnaissance d'artistes établis, la cérémonie a également célébré des talents émergents comme SZA, qui a remporté 3 prix, dont celui de la chanson de l'année pour son tube Kill Bill.